Non, pas de la sexualité. Et c'est pas fini parce qu'ils ont fait pire. Hein. Là, ils nous ont proposé une œuvre de 1394-1399 de Melchior, Broederermann, Annonciation et Visitation. Et alors ça, c'est vraiment un énorme blasphème hein, et un manque de respect total vis-à-vis de la foi. Hein. Alors là, le professeur se fait théologien. C'est assez étrange. Et en plus, pour nous dire que en fait, c'est normal d'essayer de concevoir de manière matérielle et scientifique un peu avant l'heure, c'est-à-dire en 1742, la conception du Christ par rapport à l'Esprit Saint. Donc, qu'est-ce que le prof nous dit? Maintes théologiens chrétiens, au même titre que nombre de détracteurs du mystère de l'incarnation, ont cherché, non sans un certain acharnement, à comprendre ou tout au moins à entrevoir, soit pour la glorifier, soit pour l'invalider, la nature de la conception de Jésus par la Vierge Marie. Cette quête d'intelligibilité, alors qu'un croyant, justement, c'est pas ce qui le caractérise, c'est sa confiance. C'est-à-dire que même s'il ne comprend pas, il croit, il a confiance dans la parole de Dieu. Or, ces gens-là cherchent quoi? Une quête d'intelligibilité. Donc déjà, ils sont au-delà de la foi. Donc, peu importe les gens qui cherchent après par la suite, si on est au-delà de la foi, que dans le rationnel et dans l'intelligible, on passe au-delà du message. Parce que justement, la sagesse de Dieu et l'Esprit Saint, il est au-delà de la sagesse humaine. Justement pour nous apporter des choses que nous ne pouvons pas connaître à notre petite échelle. Donc, il ne faut pas simplement s'abaisser à la connaissance actuelle. Hein. Par exemple, moi, je fais cette diapo pour les générations à venir. Donc, ça veut dire que je me projette bien au-delà de l'intelligibilité actuelle. Je m'imagine dans une autre société, dans une société qui aura compris toutes les choses que je dénonce et qui en sera sortie. Donc, vous voyez, la quête d'intelligibilité, elle n'est pas forcément possible. Il faut d'abord avoir la foi en ce qu'on fait. La foi dans tout ce qu'on dénonce par rapport au bon sens et au pressentiment qu'on a, par rapport au message de Dieu. Cette quête d'intelligibilité a pu revêtir des aspects bien fantaisistes, ainsi qu'en témoigne la dissertation physico-théologique touchant la conception virginale de Jésus, 1742, où l'abbé Pierre Quin, féru de sciences naturelles, se fait fort de prouver que les processus biologiques de la grossesse de la Vierge Marie ont été les mêmes que ceux mis en œuvre dans toute grossesse. En même temps, c'est normal, non je veux dire, qu'est-ce qu'on cherche à prouver? Je comprends pas, moi. J'arrive pas. Parce que si c'est... Déjà, c'est une croyance de croyants. Donc, pourquoi ceux qui n'y croient pas s'acharnent dessus? Bon. Et ceux qui y croient, ils doivent... S'ils y croient, ils y croient entièrement. Donc, il n'y a pas besoin de prouver matériellement quoi que ce soit. Et au contraire, plus on s'acharnera à prouver matériellement, plus on va aller dans un message déviant, légitimement la PMA, la GPA, etc. Parce qu'on n'aura pas compris le message. Le message qui est le message que Dieu parle aux hommes via le message et les témoignages donnés dans les évangiles et dans la Bible. C'est ça le message principal. L'œuf porté par la femme renfermera en abrégé les traits principaux du fœtus. Il a suffi que le liquide spermatique soit remplacé par la vertu du Saint-Esprit pour donner naissance à Jésus. D'autant que cette naissance du Christ s'inscrit dans le cadre plus général des naissances mystérieuses et incompréhensibles, symétriques des grossesses de femmes stériles. Élisabeth dans le Nouveau Testament, Sarah dans l'Ancien Testament. Comment comprendre qu'une femme qui a des rapports sexuels ne parvienne pas à être enceinte? Comment comprendre qu'une femme vierge puisse être enceinte? Telles sont les deux énigmes que le tableau de Melchior Broederermann pose puisqu'il associe annonciation et visitation. Nous analyserons seulement la partie gauche du panneau qui correspond à l'annonciation. Vous voyez ce que je vous disais, ça les perturbe hautement de ne pas savoir et de ne pas comprendre comment ça se fait que certaines femmes ne font pas l'amour, tombent enceintes, d'autres font l'amour mais n'arrivent pas à tomber enceintes, des femmes stériles tombent enceintes, voilà.
L'action de Dieu, hein. C'est comme par exemple toutes ces femmes qui ont voulu retirer leurs enfants dans les années 90 de la vaccination parce qu'elles étaient croyantes, parce qu'elles avaient lu la Bible et que Dieu leur avait dit de ne pas faire ça et qui ont perdu leur enfant au final, hein. Voilà, hein. Il y a des tas d'exemples dans la jurisprudence française, vous pouvez les retrouver, hein. C'est facile. Donc là, je vais juste simplement faire l'analyse toujours du champ lexical, hein, utiliser un champ lexical sexuel. Donc, c'est en effet la parole de Dieu retransmise par l'ange Gabriel qui est la source de la conception de Jésus. Parole divine vos actes. Or, ce thème de l'insémination verbale, de la fécondation d'une vierge par l'oreille, se trouve être non seulement une thèse théologique classique, mais un thème fréquent dans les mythologies, notamment dans les récits de naissance d'êtres d'exception. Voilà, donc on va réduire là la sacralité du Christ à un mythe. Voilà, c'est pour ça que je vous disais, le rapprochement des mythes antiques n'est pas anodin. C'est parce que bientôt on va nous faire dire que non, mais voilà, c'est juste une histoire farfelue qu'on se raconte depuis 2000 ans. Cette relative universalité du thème, vous voyez, ils vous le disent déjà. Cette relative universalité du thème n'est pas sans rappeler une universalité équivalente concernant ce que Freud a nommé les théories sexuelles infantiles. Alors quel rapport là avec les théories sexuelles infantiles? Et déjà, moi j'aimerais bien qu'on revienne sur tout ça là, sur les théories sexuelles infantiles. L'enfant n'a pas de sexualité, il faut arrêter. Il faut arrêter avec tous ces délires là, hein. L'enfant qui est confronté à l'énigme sexuelle de la procréation est au fond dans la même posture que l'adulte qui cherche à comprendre la conception mystérieuse du Christ par la Vierge Marie ou encore la non moins mystérieuse conception d'enfants par des femmes stériles. Alors, c'est pas mystérieux, hein, la conception d'enfants par les femmes stériles dans l'Ancien Testament, hein. Ça s'explique tout à fait en réalité, hein. Ça s'explique parce que, en fait, les femmes, même une fois ménopausées, elles continuent d'avoir quand même des ovules. Donc, si on tombe bien, au bon moment, une femme même ménopausée peut tomber enceinte naturellement. Voilà. Donc, c'est là où je vous dis, la foi, elle est supérieure à toute connaissance humaine. Parce que la connaissance humaine, elle est changeante et elle est variante. Alors que la connaissance de Dieu, elle est intemporelle. Et Dieu savait très bien qu'une femme même ménopausée peut tomber enceinte après sa ménopause. Et c'est pour ça qu'il a prédit à Sarah 1 an à l'avance la naissance de son enfant via les anges. Parce que justement, il savait ça, il connaissait le cycle de Sarah. Mais les païens qui connaissent pas tout ça, hein, eh ben, ils y croient pas. Ils croient que c'est un mystère alors que c'est simplement une connaissance de Dieu, de l'être humain. Et aujourd'hui, maintenant qu'on le sait scientifiquement, qu'une femme continue à produire rarement, enfin, pas régulièrement, je veux dire, des ovules, elle en produit très très peu, hein, mais elle en produit quelques-uns encore, eh ben, voilà, maintenant c'est prouvé. Donc c'est pas inexpliqué. Or, face à l'énigme de la sexualité, l'enfant non sans logique imagine des solutions souvent orales. Fécondation par la bouche, par ingestion d'aliments ou par absorption d'air gonflant le ventre. Non, je crois pas, non. Non, non. Parfois acoustique, une parole ou même un bruit pouvant être considéré comme la source de la fécondation. Cette équivalence entre le mot et l'acte est d'ailleurs fréquemment à l'œuvre dans l'hystérie. Vous vous rendez compte là maintenant, il passe à quoi maintenant, hein? En fait, il vous pose des postulats, hein, mais sans jamais rien vous prouver. Rien. Le sexe est inconsciemment affirmé par une sorte d'acte manqué plastique, à l'endroit même où le message du phylactère le dénie. La fleur de lys de la virginité placée au premier plan du tableau a certes le pouvoir de neutraliser symboliquement la tentation, mais non de l'annuler plastiquement.
Vous vous rendez compte ce qu'il raconte quand même? Se trouve ainsi vérifié le principe psychanalytique selon lequel l'inconscient ignore la négation. Alors, franchement, le principe psychanalytique, mais d'une théorie, est vérifié selon l'inconscient. Enfin, ça veut rien dire parce que rien n'est prouvé. C'est une vraie catastrophe. Et là encore, il continue avec la Vierge corrigeant l'enfant Jésus devant 3 témoins d'André Breton, de Paul Éluard et l'artiste Max Ernst de 1926. Et là encore, ils vont faire des comparaisons de la même substance, c'est-à-dire en utilisant un champ lexical sexuel pour analyser et interpréter un tableau du Christ. Et vous vous rendez compte le nombre de tableaux là que cela fait depuis que je vous montre les exemples qui sont proposés aux élèves. Alors là, c'est l'enfant Jésus, déjà grand, entièrement nu, est allongé de tout son long sur les genoux de Marie et reçoit une fessée. Écoutez bien parce que c'est entre la fessée de Rousseau et puis le traumatisme de Freud sur la fessée. La main de la mère a déjà frappé, comme l'attestent les marques rosées sur les fesses de l'enfant. La scène s'offre explicitement comme spectacle. Les 3 témoins cités dans le titre du tableau apparaissent à une petite fenêtre. Spectacle manifestement impertinent et iconoclaste. L'enfant modèle, le petit saint, le Fils de Dieu, châtié comme un vulgaire garnement, voilà de quoi procurer un plaisir jubilatoire aux enfants jaloux qui sommeilleraient encore en nous. Alors on serait jaloux du Christ, et du coup on aurait du plaisir à voir cette scène où le Christ se fait châtier. Mais la question qu'on ne peut manquer de se poser est de savoir pour quelle faute Jésus est ainsi puni. Et là, regardez bien ce qui a marqué. L'évangile du pseudo-Thomas pourrait nous suggérer quelques motifs. L'évangile du pseudo-Thomas. Évangile apocryphe réuni et présenté par France Quéré. Je sais pas, je comprends pas. Pourrait nous suggérer quelques motifs. Jésus, enfant, apparaît en effet dans ce texte plus que turbulent, caractériel, violent, usant et abusant de sa force surnaturelle. C'est Superman avant l'heure, en fait, le Christ. Et le Christ, il n'a jamais eu de pouvoir surnaturel. C'est juste la raison de l'Esprit Saint. Donc, à un moment, faut arrêter. Le Christ, violent, caractériel. Vraiment, ouais. Il tue allègrement un camarade qui le taquine. Vous vous rendez compte? En tue un autre qui le bouscule, pourtant involontairement, même si c'est pour le ressusciter ensuite. La réaction est plutôt vive aux parents qui se plaignent de tels agissements. Jésus répond en les frappant de cécité. Un maître qui le réprimande se retrouve également raide mort, et la liste des méfaits du jeune Jésus serait encore longue. Fugue, transgression du sabbat, c'est-à-dire que nous avons l'embarras du choix pour imaginer les raisons de la correction que la mère administre à son fils. Vous vous rendez compte ce qu'ils disent là? Vous vous rendez compte ce qu'ils disent? Et ça, c'est instruit à des étudiants à la fac. Mais c'est du côté de la théorie psychanalytique que nous pourrions chercher à éclairer le mystère de cette scène. Dans son article « Un enfant est battu », 1919, Freud, analysant le fantasme de fustigation chez le garçon, observe qu'après un fantasme préliminaire, inconscient, où l'enfant est battu par le père, le fantasme devient « Je suis battu par la mère ». Vous vous rendez compte, vous faites battre par votre père et vous espérez vous faire battre par votre mère. Il y a des problèmes, Freud, quand même. Et le prof aussi, qui récite ça. Freud précise qu'être battu signifie être aimé au sens génital du terme après un rabaissement dû à la régression. Ok. Alors dans ce cas-là, pourquoi ils empêchent aux parents de mettre des baffes à leurs enfants? Si c'est de l'amour. Freud précise qu'être battu signifie être aimé au sens génital du terme après un rabaissement dû à la régression. Il ajoute que le garçon battu est châtié en raison d'un fantasme incestueux sur la mère. Vous vous rendez compte? Déjà, un fantasme. Comment on peut juger d'un fantasme et punir quelqu'un pour un fantasme? Il n'y a pas un problème dans la phrase déjà. Freud précise qu'être battu signifie être aimé au sens génital du terme après un rabaissement dû à la régression. Il ajoute que le garçon battu est châtié en raison d'un fantasme incestueux sur la mère.
Voilà, hein. Il est fiché, emboîté. Ah ouais, alors ça, c'est grave. Hein. Ça, c'est hyper grave. Or, ce n'est qu'après ce détour par le texte freudien que nous pouvons percevoir une anomalie dans le tableau de Max Ernst, à savoir que les cuisses de Marie suivent une pente telle que le corps de Jésus devrait glisser s'il n'était solidement retenu. Mais voilà, la main gauche de Marie n'est que légèrement posée sur l'épaule droite de l'enfant. Comment Jésus tient-il donc en place? C'est vraiment prioritaire, hein, à savoir. Freud nous a soufflé la réponse. L'enfant est fixé à sa mère par ce pourquoi il est châtié et châtré. Il est fiché, emboîté dans sa mère selon l'axe du sexe de l'un et de l'autre. Vous vous rendez compte? En fait, ils sont en train de faire l'amour, quoi. Là, c'est ce qu'il est en train de dire. Hein. Le Christ est en train de faire l'amour à Marie. Vous vous rendez compte ce qu'ils disent à la fac, hein? Ils vont nous interdire de porter notre croix et vous vous rendez compte ce qu'ils disent là? C'est de la persécution là. On est persécuté. Notre culture est persécutée. Elle est non seulement détruite, elle est... comment dire? Elle est modifiée et en plus, on est persécuté, quoi. Se vérifie plastiquement qu'en même temps où il est corrigé pour son fantasme incestueux, l'enfant jouit de la réalisation à peine métaphorique de ce même fantasme. C'est bien la théorie psychanalytique qui, anticipant sur la réalité iconique, rend visible l'anomalie du tableau et donne sa cohérence à l'image. Est-ce que vous vous rendez compte de ce qui marque? Et enfin, là, on revient en 1919 à un tableau de Marcel Duchamp, LHOOQ, qui est la Joconde, en fait. Donc là-dessus, là, il n'y a pas de souci. Ils peuvent interpréter la Joconde comme ils veulent, de Marcel Duchamp. C'est pas grave. Mais le Christ, non. Il faut qu'ils arrêtent. Alors, le tableau d'André Breton, c'est celui-là dont je vous parlais, là. Juste avant, là. Où il disait que, en fait, le Christ est en train de faire l'amour à Marie. Voilà. C'est ça. C'est cette œuvre-là qu'ils ont choisi d'étudier à la fac et de promouvoir ça. Avec une interprétation, du coup, totalement honteuse. Honteuse et puis irrespectueuse pour les croyants. Rien que le fait déjà que l'artiste, on l'ait laissé faire une œuvre pareille, de toute façon, déjà, c'est un scandale. Comment ça, là, on fait des tableaux avec la Vierge qui tape le Christ? C'est quoi ce délire? Ensuite, l'œuvre de 1394, c'est celle-là. Oui. Alors, franchement, si vous arrivez à avoir des interprétations incestueuses là-dedans, franchement, bravo, quoi. Parce que moi, personnellement, j'ai un peu du mal. Hein. Une œuvre du XIVe siècle, faudrait arrêter quand même à un moment, non? Et l'œuvre de Lorenzo Lotto, hein, du XVIe siècle? Ça aussi, là, vous pouvez m'expliquer pourquoi ils font des références incestueuses dans ces œuvres-là? Vous pouvez m'expliquer, là, ce qu'ils apprennent? Et de quel droit ces gens-là, ils se permettent d'apprendre ça aux élèves et d'exiger des copies de ce genre? Et celle-là, le Christ dans la boutique du charpentier, hein, vous pouvez m'expliquer du 19e siècle? De J.E. Millet et Salomon Rebecca? Comment ça se fait que là aussi, ils y voient des interprétations incestueuses? Moi, j'arrive pas bien à comprendre, en fait. J'ai vraiment du mal, quoi. J'ai du mal. Faudra m'expliquer, en fait. Parce que là, non. À part une affabulation freudienne, hein, comme dit Onfray, je vois pas, non. Et l'œuvre célèbre du XVIe siècle, de Lucas Cranach. Voilà. Voilà, c'est là où il voit des symboles de castration, voilà. Moi, je sais pas, je vois pas de symbole de castration. Hein. Je vois simplement une tête découpée, hein, voilà. Hein, et Judith, hein. Alors c'est pareil. Alors le chapeau, voilà, si vous arrivez à caler l'interprétation que je vous ai dit tout à l'heure par rapport au chapeau de Judith, bah bravo, hein.
Comme quoi, ça serait un élément phallique. Parce qu'encore interpréter une œuvre du XXe siècle de René Magritte à la lumière de la théorie freudienne, bon, c'est encore, on va dire, plausible, on va dire. Hein. Parce que avec la cheminée, vous voyez, le train, etc., bon, sur l'image, on constate que, bon, il y a une incohérence, donc on peut inventer des choses. Mais par contre, sur les images que je vous ai montrées tout à l'heure, c'est pas possible. Faut arrêter l'anachronisme total et de souiller la culture comme ça, en réinterprétant à travers la mentalité totalement perverse de certains idéologues. Parce que le pire, c'est qu'il y a des gens, ils ne connaissent que ça. Ils ne connaissent que ce qu'on leur a appris là-dedans. Ils connaissent rien d'autre. Ils connaissent pas toutes ces nuances. Et du coup, ils croient. Enfin, ils croient. Ça n'existe pas, ils croient. Ils croient que c'est ça la culture française. Alors que ça, c'est juste la culture du XXe siècle. Du 19e, 20e siècle, de seulement une minorité de personnes qui imposent son idéologie. En se servant des universités. Et ils ont commencé d'abord par le haut du panier. Ils ont d'abord commencé par les universités. Et petit à petit, ils descendent en direction du lycée, du collège et maintenant de la primaire et de la maternelle. Et c'est une catastrophe. Parce que les gens, ils n'osent pas ouvrir leur bouche. Ils n'osent pas envoyer chier tous les psychologues. Ils n'osent pas envoyer chier tous ces gens-là. En leur disant, mais vous êtes absolument spécialiste en rien. Rien n'est prouvé. Et quand vous leur dites ça, vous allez voir, hein, ils se comportent plus du tout de la même manière parce qu'ils savent eux-mêmes que c'est vrai. Qu'aucune de leurs théories n'est prouvée. Alors, pour conclure, qu'est-ce qu'il rajoute le prof à la fin du cours? Il met « Le prolongement de ce cours est en effet constitué par la réalisation de vos propres analyses. » Voilà, donc en fait, il nous incite à faire pareil que lui. Et il nous dit quoi? En premier lieu, je ne rappellerai jamais assez qu'il faut observer, décrire les indices visuels. Donc ça veut dire partir du concret, hein, des objets picturaux, pour pouvoir, comme je vous ai dit, baser sur des témoignages concrets, du coup, sur des preuves concrètes, visuelles. Mais il ne faut pas décrire pour le seul plaisir de décrire. Ah ben non, il faut qu'il y ait un contexte libidineux. Il faut pas oublier le sexe, quoi. Il faut décrire dans le but d'identifier des signifiants inconscients et des jeux libidinaux. C'est-à-dire des choses qu'on ne peut pas prouver de toute façon, mais surtout que ça soit des jeux libidineux et libidinaux. Ou oedipiens, incestueux, quoi. En portant une attention toute particulière aux anomalies, aux perturbations et à ceux qui sortent de la norme ou des habitudes. Voilà, que des choses étranges. C'est ça qu'on incite à l'université. On paye 200 € l'inscription universitaire plus 600 € les cours pour pour ça, pour inciter et insister sur les perturbations. Voilà. Sur tout ce qui sort de la norme ou des habitudes. Surtout dans un régime où dès que vous sortez de la norme, vous êtes tout de suite sanctionné. Bizarre quand même. Une étude n'est psychanalytique qu'à la condition de traiter de l'inconscience sexuelle. Voilà, c'est dit. Voilà, ils veulent traiter du sexe. De l'inconscient infantile, donc s'occuper des enfants. Moi, je vous dis, éloignez vos enfants de ces gens-là. Hein. De l'inconscient oedipien, donc de l'inceste, inversé. Mieux vaut une hypothèse interprétative un peu naïve, un peu caricaturale, même qu'une réflexion non psychanalytique qui serait sanctionnée comme hors sujet. Voilà, on vous prévient. On vous prévient, là. Mieux vaut une hypothèse naïve, caricaturale, même fausse, blasphématrice et totalement païenne, etc. C'est pas grave, plutôt que de faire un hors-sujet qui sera sanctionné. Hein, c'est quand même grave. Mieux vaut une hypothèse interprétative, un peu naïve. C'est quand même grave, ça. On plaque des hypothèses sur l'esprit des gens. Comment c'est possible? Hein, et c'est là-dessus qu'on va donner des médicaments aux gens. Et c'est ce qu'ils font aujourd'hui. Hein. C'est une personne, de manière subjective, elle va vous dire si vous allez être drogué tous les mois ou pas. C'est un vrai scandale. N'oubliez pas que dans le cadre de la psychanalyse de l'œuvre, la psychologie de l'artiste n'a pas à intervenir. Ni les intentions, ni les volontés, ni les désirs, conscients ou inconscients du créateur, n'ont ici à être pris en considération. Vous vous rendez compte?
On n'étudie pas les œuvres pour ce qu'elles sont, pourquoi l'artiste les a créées, etc., hein, en temps et en heure. Non. Ah bah non, parce que pour ça, il faudrait apprendre l'histoire de la chrétienté. Ah, ça ferait mal, ça, hein. Il faudrait dire qui est Marie, qui est Gabriel, qui est l'ange Gabriel, qui est Dieu, pourquoi le Christ il est enfanté par l'Esprit Saint. Il faudrait expliquer. Ah, ça serait compliqué, ça ferait mal à la gorge de beaucoup de gens. Donc du coup, on invente. C'est pas grave. On fait du vent. Et ils le disent, attention, hein. Attention à ne pas plaquer de manière artificielle des fragments de cours dans vos analyses d'œuvres. Il faut savoir que les œuvres non figuratives ou peu figuratives sont plus difficiles à étudier sous l'angle de la psychanalyse que les œuvres franchement figuratives. Avec un tableau non figuratif ou figurativement trop chaotique, il est en effet difficile d'échapper à la projection, c'est-à-dire à la reconstruction subjective et imaginaire. Mais de toute façon, c'est de la reconstruction subjective et imaginaire, tout ce cours-là, hein, en plaquant les idées de Freud. Enfin, il n'y a pas que le sujet d'un tableau, la scène figurée, qui est susceptible d'offrir matière à interprétation psychanalytique. Il y a aussi il y a aussi la manière de peindre ou de dessiner, le geste artistique et la technique. Par exemple, la déformation, la défiguration, la désarticulation des personnes. Voilà. Et jamais l'harmonie, la beauté, la grâce. Non. C'est toujours des choses chaotiques. La déformation, la déstructuration, la désarticulation. Voilà. C'est la déconstruction. C'est ça la théorie de Freud et c'est ça, hein, l'art aujourd'hui. L'art est utilisé pour déconstruire. Et l'art est un outil dans tous les cas. Donc on ne peut pas laisser cet outil-là à la merci de l'ignorance, à la merci de la destruction de la nation. Hein. Tout ce que je vous ai lu est officiel. Tout ce que je vous ai lu provient du CNED. Tout ce que je vous ai lu provient de cours à l'université. Donc c'est hyper grave ce qui se passe. Alors même si je sais que la vidéo a été un peu longue, je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'au bout. J'espère que vous comprendrez que si je fais ça, c'est parce qu'il est vraiment très important que tout le monde ait les arguments banals et bateaux pour pouvoir contrer cette théorie. Parce que ce n'est qu'une théorie. Hein. C'est comme l'évolutionnisme de Darwin, c'est pareil, c'est une théorie sur les espèces et il n'a jamais dit qu'on descendait du singe. Cette théorie-là n'a toujours pas été prouvée. Donc voilà, il y a plein de choses comme ça. Tout le Big Bang, c'est pareil, c'est une théorie. Donc arrêtons de croire les scientifiques sur parole. Hein. On revient petit à petit de toute leur expérience, on commence à ouvrir les yeux sur tout ce qu'ils ont fabriqué, hein, notamment les vaccins, tous les trafics animaux, toutes les maladies qui sont créées depuis le 19e siècle. Hein. Donc, prenez courage, prenez soin de vous et surtout veillez à l'instruction même universitaire de vos enfants. Parce que si ces cours-là ont pu être permis, c'est parce que justement nos parents n'ont pas veillé à notre instruction en regardant ce que l'université nous apprenait, partant du principe qu'on était assez grand. Et eux-mêmes, leurs parents, n'ont pas veillé à ce qu'ils ont appris à l'université. Et comme on a chacun des parcours différents, on n'a pas d'histoire familiale à transmettre au niveau universitaire. Et c'est ça qui est grave. C'est que du coup, on n'a pas d'analyse sur plusieurs générations de ce qui a été appris à nos parents et à nous et à nos grands-parents. Moi, je sais que ma mère, elle m'a raconté que on lui avait raconté pas mal de conneries aussi durant ces années d'études. Et pareil, dans la déconstruction de la croyance, de la chrétienté, etc. Dans un manque de respect total. Surtout que elle, c'était plus dans les années où il y avait des tensions avec l'extrême gauche, etc. Donc, dans le système universitaire, il y avait d'énormes pressions. Si on ne faisait pas l'éloge du communisme, on n'avait pas de partiel. On n'avait pas réussi son examen.
Et aujourd'hui, si on ne fait pas la théorie, l'éloge de la théorie du genre, c'est pareil, on n'a pas ses examens. Ou sinon, si on ne fait pas l'éloge de la sexualisation à tout va, on n'a pas ses examens. Et encore, là, je vous parle même pas des théories artistiques hein, et conceptuelles que j'ai dû étudier pour avoir ma licence. Hein, pour essayer de comprendre pourquoi cet art-là est aussi dégradé. Hein. Eh ben, j'ai compris. Hein. Ça va du cours qui vous dit que l'art n'est qu'un point. L'art est un point qui file. Voilà. C'est génial. C'est bien. C'est voilà. Payer 800 balles l'année pour entendre ça, bravo. Hein. Donc je pense que la solution à venir dans les années qui vont suivre et les siècles qui vont venir, les décennies qui vont venir, c'est de refaire des universités. Voilà. Ça a commencé. Par exemple, il y a des universités hein, qui se sont ouvertes dans le Nord. Je pense que voilà, c'est ça. Il faut rouvrir des universités et cette fois des universités où on fera la vraie histoire. Et pas simplement une éducation tronquée. Hein. Parce que là, c'est une catastrophe. Hein. C'est pas possible. Et il n'y a aucune évaluation de ça qui est fait. Jamais. Les profs, ils arrivent, ils racontent n'importe quoi, ils repartent et puis basta, ils s'en sortent, quoi. Et surtout, le problème, c'est que cette discipline totalement subjective, qui laisse à autrui le droit de dire si on est sain d'esprit ou pas, elle s'est introduite dans tous les domaines de nos vies. Dans le domaine professionnel surtout. Et ça, c'est un gros problème. Mais surtout dans le problème juridique. Dans le domaine juridique avec les problèmes judiciaires, etc. Où sans cesse on vous met des commissions avec 3 ou 4 personnes qui vont juger de votre état de santé sur ce genre de théorie totalement fumeuse. Et si vous vous énervez un tout petit peu, ils vont dire « Oh là là, vous êtes un peu nerveux, vous. On va vous mettre un peu sous calmant parce que là, on sent que vous êtes quand même beaucoup de frustration libidinale. Là, hein. Il y a beaucoup de traumatisme latent chez vous, on le sent. Hein. Ça va être que à base de phrases de ce genre. Et à un moment, faut qu'on arrête ce système-là. Moi, je ne vais pas laisser mes enfants et mes petits-enfants soumis au jugement subjectif de théories totalement fallacieuses. Il en est hors de question. Non. Comme par exemple dans les écoles, là, le nombre de psychologues qui sont payés là, à rien faire du tout, et à juger les familles à longueur de temps, à juger les enfants à longueur de temps, à poser des diagnostic psychologique et affectif sur les familles, c'est une honte. C'est une honte. Alors que tous ces services-là, ils devraient uniquement être créés pour aider. Et pas pour juger les familles, mais pour aider. Donc à partir de ce moment-là, il est de notre devoir et de notre légitimité de revenir sérieusement sur toutes ces disciplines. Bon, voilà. Sur ce, je vous laisse. Je sais que la vidéo a été assez longue. N'hésitez pas... voilà, à la regarder. Maintenant, c'est peut-être un peu tard, mais en plusieurs fois. Prenez soin de vous. Méditez bien sur toutes ces disciplines. Que Dieu vous garde et vous donne l'esprit de discernement pour vous protéger de toutes ces choses. Et je voulais juste vous rajouter, là, je fais l'analyse de Freud, hein, mais c'est la même chose en ce qui concerne toutes les psychologies et les psychanalyses, les pseudo-psychologies cliniques, etc., qui en ont découlé, hein. Parce que Freud, de manière conceptuelle, il en a fait beaucoup des petits. Beaucoup. Notamment dans tout ce qui est domaine, justement, de l'enfance, etc. Où souvent, on veut cacher des vrais symptômes médicaux, aujourd'hui, derrière des symptômes comme ça, psychologiques. On vous dit, par exemple, que votre enfant, ben, voilà, il est juste un peu hyperactif, que c'est lui, en fait, que c'est son comportement. Alors qu'en réalité, non, c'est parce que les enfants, ils sont vraiment soumis à des hautes doses de perturbateurs, notamment dans les vaccins, etc. Hein. Et puis ensuite dans la bouffe, dans l'air. Donc non, à un moment, il faut revenir sur les choses concrètes que ces gens-là prouvent sur tout ce qu'ils leur disent. Voilà. Donc qu'on revienne aux choses concrètes et faites attention, protégez-vous de toutes ces idéologies-là. Parce qu'on nous en a appris des conneries, hein. Comme par exemple, on ne naît pas mère, on le devient. Qu'est-ce que c'est que cette connerie là, hein? Et toujours par des gens
qui ont des gros problèmes avec leur enfance, avec le fait d'être mère. Hein. Simone de Beauvoir, non mais attendez, la nana qui était incapable de faire un enfant, c'est elle qui va apprendre aux femmes comment elles deviennent mères, comment elles deviennent pas mères. Non mais attendez, c'est une blague. Donc revenez sérieusement sur toutes ces idéologies-là, parce qu'en réalité, il y a énormément d'analyses à faire et en profondeur. Et surtout, de se rendre compte que c'était loin d'être des modèles et que ce genre de choses généralisées à l'échelle d'une société, ça ne produit que la décadence sociale. Voilà, c'est surtout ça le problème. Parce qu'encore individuellement, vous vous détruisez, bon, voilà, individuellement. Mais quand ça entraîne par masse entière et par génération entière toute une civilisation dans des pratiques qui sont abominables et injustifiables, là, il y a un problème pour tout le monde. Et c'est du devoir de se lever et d'expliquer les choses et de dénoncer les choses. Sur ce, je vous salue bien, mes amis. Après m'être justifiée sur ma démarche, aussi bien intellectuelle, artistique que philosophique, et surtout d'où me viennent les sources et les compétences, etc., je voudrais maintenant passer un peu dans le concret, dans le vif du sujet, si vous pouvez... Si on peut le dire comme ça, et si vous me permettez cette expression, en passant sur l'analyse des sujets des partiels. Concrètement, qu'est-ce que durant cette année-là, on nous a demandé, pendant ces années-là, de produire? Alors, je vais vous en lire quelques-uns pour vous donner un petit ordre d'idée concernant juste le domaine de l'art. Hein. On ne va pas loin, là, on va juste dans le domaine de l'art. En fait, on reste toujours dans le domaine de l'art. Alors, le sujet principal, lors de la session de mai 2015, a été équilibre. Voilà, juste un mot, équilibre. Équilibre. Alors, je vous lis, hein. Vous réaliserez une planche de croquis et schémas montrant différentes caractéristiques d'un volume en équilibre, soit dans la salle où vous êtes, soit dans un espace autre, imaginaire ou réel. Les relations entre le volume et l'espace devront être pensées comme une mise en lien signifiante. Voilà. Vous rédigerez un texte entre 5 et 10 lignes au dos de votre travail pour expliquer votre projet. Format raisin ou multiple, maxi 3 feuilles format raisin attaché. Technique libre, sauf séchage lent, réalisation bidimensionnelle. Critères d'évaluation. Visibilité de la notion d'équilibre. Qualité plastique de ce volume représenté, maîtrise des moyens plastiques et technique des croquis. Et le sujet, voilà, vous avez juste un sujet, un mot, qui est équilibre. Et tous les partiels se résument grosso modo à ce genre de conception-là. Ou sinon à l'étude d'œuvres contemporaines. Alors, je vous en montre un autre, là. Fragilisme. Voilà. Il s'agira d'explorer avec des moyens plastiques les caractéristiques sémantiques de cette notion. Cette exploration visera à produire un projet de création personnelle. Bon, je ne vous lis pas tout, mais voilà. L'évaluation portera sur la visibilité de votre projet de création artistique personnelle, qualité plastique de votre projet, maîtrise des savoirs techniques et mise en forme générale. Et pourtant, vous n'avez aucun critère, hein, par contre, de création ou de formation ou quoi que ce soit. Là, vous avez sinon le corps. Voilà. C'est uniquement voilà, un mot comme ça qu'on vous donne et vous devez produire quelque chose dessus. Paysage imaginaire. Visage sans nom. Horizon intime. État d'âme. Jeu de lignes et de couleurs. Histoire à raconter. Écho du réel. Réalité à traduire. Forme à inventer. Ligne de la main et du visage. Caresse atmosphérique. Météorologique. C'est la blague hein, quand on voit les épandages. Caresse atmosphérique et météorologique. Moi, j'ai envie de mettre 3 petits points d'aluminium, quoi. Voilà. Il s'agit de travailler, dessiner votre paysage. Technique libre.
Donc en gros, vous faites ce que vous voulez. Et toutes les partiels de pratique se résument ainsi. Alors juste, je vais voir si je vous en trouve un petit dernier là, qui est aussi fameux avant qu'on passe au... Alors là, j'en ai pas sur ce document-là. Il faut que je prenne l'autre année. Ah, attendez, excusez-moi. Alors voilà, me revoilà. Et là, vous en avez un autre, ombre. Voilà, ombre. Et là, alors là, on a une citation. Là où la lumière trace le chemin de l'image, pour la rendre visible, une ombre apparaisse. Matière qui effleure, qui caresse, qui menace, qui sauve, qui parle, qui voyage, qui touche, qui accompagne, qui blesse, qui change, qui soigne, qui respire, qui abandonne, qui vit. Une ombre, vraiment. Une ombre, elle fait tout ça. Hein. Non, mais il faut arrêter le délire à un moment, hein, quand même, hein, à nous apprendre n'importe quoi. C'est ainsi qu'une ombre devient plusieurs ombres différentes pour chacun de nous. Ah ouais, d'accord. Une ombre, elle est subjective. Non, mais est-ce que vous vous rendez compte quand même sur les conneries qu'ils nous apprennent, hein? Il s'agit de travailler et dessiner l'ombre qui vous appartient, qui vous parle. Technique libre. Critères d'évaluation, capacité à révéler sa propre vérité et celle du dessin. Voilà, on en est là. On en est comme exactement dans le primaire où les enfants doivent apprendre par eux-mêmes. Ils doivent se former leur propre connaissance. Voilà, et ben à l'université, c'est exactement pareil. On doit faire notre propre réflexion et faire notre propre chemin vers la connaissance. Mais à un moment, on ne peut pas former une société comme ça, parce qu'il y a des vérités sur Terre. On ne peut pas simplement laisser aller chacun à sa conscience. Et... Non mais attendez, est-ce que vous vous rendez compte quand même, dans la déconstruction totale, à la limite, on n'a plus d'État, hein, on n'a plus de société hein, comme ça. Hein. Équilibre instable. Alors, il faudra m'expliquer hein, comment un équilibre peut être instable. Hein. Franchement, voilà. Et là, on vous dit quoi? À partir de cet intitulé et en vous appuyant sur vos recherches personnelles, vous voyez, toujours personnelles, hein, jamais à partir de connaissances instruites vraiment en profondeur et dans les nuances, etc. Hein. Non, c'est toujours le subjectif. Vous devez réaliser une représentation bidimensionnelle de votre travail sur un support de format raisin. Votre travail pourra être soit une production finale, soit une planche de projet proposant des esquisses de volume que vous aurez imaginées, soit des croquis d'une maquette que vous aurez réalisée sur place. Cette maquette ne sera pas rendue avec votre travail, elle vous servira juste de modèle. Consigne, format raisin, faible relief autorisé, technique libre, à l'exclusion des matériaux à séchage lent. Critères d'évaluation, qualité de la réponse plastique, s'il peut y avoir une réponse à cette question, hein. Maîtrise des techniques employées, rapport au sujet, intérêt de la démarche. Voilà, est-ce que ça va plaire ou est-ce que ça va pas plaire à votre prof? Donc on peut très bien se dire, mais quel rapport avec la psychologie, etc. Mais parce que tout est subjectif. Parce que tout est théorique. Donc à partir de ce moment-là, ça permet forcément tout et n'importe quoi, à partir du moment où simplement on joue avec les conceptions dans l'esprit. Et on peut faire ça sans chercher justement de logique. Et à un moment, c'est ce que le prof nous demande. Il nous demande carrément de créer une production subjective, mais en niant notre place en tant qu'être humain et en tant que sujet. Et je vais vous lire le sujet, vous allez voir. Vous allez comprendre ce que je veux dire. Mais juste avant, je vous en fais un dernier qui est super excellent, hein, franchement. Le module. Le module. Et on va vous proposer donc des photos. Et à partir de cette photo-là, vous devez concevoir une réalisation plastique tridimensionnelle. Donc en volume, c'est-à-dire en relief en fait, que ça soit exposable on va dire. Dite in situ, locution latine qui indique qu'une œuvre est réalisée en interaction avec le lieu qui l'accueille en situation. Voilà. Et on va vous donner donc du coup des photos et c'est là vous devez projeter en fait votre exposition. Voilà, vous voyez, vous avez une photo et voilà, vous devez imaginer ici une exposition. Voilà. Alors maintenant, vous pouvez comprendre facilement
pourquoi l'art est devenu aussi décadent, pourquoi dans les musées on a des monstruosités, pourquoi l'important c'est le volume, c'est l'espace, c'est la subjectivité, c'est toutes ces notions-là et absolument aucun critère objectif de sens commun concernant la beauté. Ça, il n'y en a aucun, et même de canon de beauté. Parce qu'on vous déconstruit systématiquement les canons de beauté. Par exemple, là, vous avez le tableau de Manet. Et juste en dessous, on vous fait une comparaison avec Cézanne. Et on vous dit que c'est censé être, voilà, l'inspiration de Cézanne à partir du tableau de Manet. Et on vous demande de comparer l'un et l'autre. Donc, de trouver des points communs. Donc, voilà, vous vous rendez compte, c'est monstrueux quand même l'art aujourd'hui. C'est une catastrophe. Parce que ça, déjà, ça représente rien du tout. Bon. Et ça déjà, c'est beaucoup mieux. C'est déjà beaucoup plus complexe à faire. Et puis surtout, c'est lisible. C'est lisible pour le regard et c'est lisible pour la conscience. On sait ce qui est dessiné. On voit une personne, on voit une autre personne, un bouquet de fleurs. Le signifiant est clair. Ici, on voit rien. Là, on voit une nana à peu près. Enfin, on imagine. Hein. Là, peut-être une personne. Alors avec quoi? Avec un bâton. Ici, un espèce de chien, une table. Mais tout est flou, tout est pas clair. Et on commence déjà à effacer le sens dans l'art, petit à petit. C'est comme ça qu'on va se retrouver avec des œuvres totalement immondes, qui n'ont absolument aucun sens. Et ce qu'ils appellent code de l'imitation, en réalité, c'est les codes du beau. Et ils vous le disent à un moment. En vous appuyant sur la comparaison entre l'Olympia de Manet, 1863, et une moderne Olympia de Cézanne, 1873-1874, vous direz en quoi la peinture du 19e siècle se libère des codes de l'imitation. Mais ce n'est pas des codes de l'imitation, c'est les codes de l'intelligibilité de l'art. Vous voyez comment même dans l'art, il traite ça? Traitement du sujet, emprunt, citation, modernité, etc. Évaluation, compréhension du sujet, justesse et précision des connaissances, pertinence du raisonnement à partir de l'analyse du sujet et de son traitement, pertinence, précision, cohérence et clarté de l'argumentation, qualité de l'expression, orthographe, syntaxe. Voilà. Voilà comment on vous justifie le fait de passer de ça, qui est une œuvre encore intelligible pour la raison et pour l'esprit, à ça, une œuvre, non, qui fait fortement utiliser la subjectivité et puis l'imaginaire. Alors vous allez me dire, oui, mais bon, c'est pas si moche que ça en soi. Oui, mais le problème c'est quoi? C'est que le fait de passer comme ça à retirer cette notion de compréhension de la raison et de l'œil par rapport à ce qui est produit, nous amène à des productions telles que celle-ci. Voilà, des productions totalement abjectes et néfastes. Le corps est une machine. Voilà, vous vous rendez compte? Le corps est une machine. Donc on utilise sans cesse le corps, comme je vous disais, hein, dans un esprit de détournement, de souffrance, de destruction, dans le fait de nier le corps, vraiment. On n'est pas dans la sacralité du corps, hein, et dans l'éloge du corps. Voilà. On arrive dans des choses aussi absurdes que ça. Et toujours dans le fait de prôner que nous sommes un autre que dans nous-mêmes. Regardez, nous ne sommes pas simplement logés dans notre corps comme un pilote en son navire. Descartes. Donc on utilise même des grands auteurs pour justifier la déconstruction de sa propre conscience, alors que justement Descartes recherchait ce qui faisait sens en l'homme et ce qui était la vérité suprême. Donc à un moment, on justifie le fait que même l'être humain dans son propre corps, il n'a pas conscience de lui-même. Attendez, vous vous rendez compte? Et je vous lis donc le sujet. Vous analyserez en les comparant cette citation de Descartes et ses documents photographiques dans un texte de 200 mots.
Vous imaginerez une proposition plastique autour du thème « Le corps est une machine » en vous référant aux documents, citations et photographies. Vous donnerez un titre à votre projet. Vous devrez argumenter vos choix dans un texte qui complémentera votre analyse. Environ 200 mots à nouveau. Voilà. Donc vous vous rendez compte, on va prendre un écrivain, un philosophe quand même, qui a réfléchi sur la conscience humaine, sur le cogito, sur le fait d'être et le fait de penser, donc quelque chose de raisonnable, au corps réduit, au matérialisme, voilà, au fait d'être comme des horloges, etc. Et surtout qui amène à quoi? À une irrationalisation du corps, de l'esprit et de la notion même de beauté, de création et d'art. Et vous voyez, des œuvres absurdes, on en a mais des tas et des tas. Et on nous en a proposé, mais durant l'année, mais je sais pas combien. Bon, et la seule œuvre qui nous ont proposé un peu de classique, voilà, vraiment en rapport avec l'art, eh ben cette œuvre-là, on n'a pas appris à l'analyser. On n'a pas appris à nous dire les choses. Et pire, moi j'ai un énorme ressenti néfaste par rapport à l'analyse de cette œuvre-là. Parce que moi, j'avais fait des recherches justement sur cette œuvre-là, parce que j'étais tombée dessus, elle m'avait un peu fascinée, bien avant mes partiels. Et du coup, j'avais appris plein de détails sur la toile. Plein de détails que jamais on a appris dans le cours. Par exemple, ici, si vous faites attention, ici, il y a un petit pan. Et plein de détails comme ça, vous avez des lapins. Enfin, voilà. Et si vous regardez sur cette toile-là, sur la photo qu'ils nous ont donnée, on ne voit pas bien les détails. Donc, seule une personne qui connaît vraiment bien l'œuvre le sait. Mais moi, j'ai beau avoir dit ça à ma prof, pourtant, elle m'a foutu une sale note. Alors qu'elle-même, jamais elle nous a parlé du fait qu'il y avait les lapins, leur signification, le pan, sa signification, le fait que les gens, là, ils regardent en bas, la position des corps, voilà. La simple chose qu'on a eue, c'est une analyse, comme je vous ai dit, d'œuvres pieuses comme ça, à travers un champ lexical libidineux et freudien, comme j'ai pu vous le lire. Et ça, c'est un vrai scandale. C'est comment on peut continuer à tolérer ça, à ce qui persécute comme ça la raison et Dieu et puis la conscience humaine, l'œil. Et puis l'œil, c'est un viol permanent de l'œil. Je vais vous faire une comparaison là entre cette œuvre-là et ça. Ça, c'est quoi, ça? Ça, c'est le Pont Neuf qui a été empaqueté. C'est génial, non? Voilà, le XXe siècle. Voilà ce qu'on va laisser à nos enfants. Un pont qui est empaqueté. Non, mais attendez, à un moment, faut arrêter. Et vous savez, c'est quoi le sujet de ce devoir-là? C'est vous raconterez dans un texte votre expérience de cette œuvre en vous mettant dans la peau de quelqu'un qui connaît bien Paris et a l'habitude de traverser ce pont. Votre texte écrit à la 3e personne n'excédera pas 4 pages. Il ne vous est pas demandé de connaître le Pont Neuf, empaqueté, ni même Paris. Vous voyez, hein, alors à un moment, il faudrait savoir. Hein. Non, vous mettez juste dans la peau de quelqu'un qui connaît bien Paris. Mais vous ne connaissez pas Paris, c'est pas grave, vous pouvez parler sur le sujet. Et là, ils lui disent « Une invention vraisemblable est possible. Critères d'évaluation, prise en compte de la spécificité de l'incitation, qualité de l'écriture. » Vous avez bien entendu. Hein. Prise en compte de la spécificité de l'incitation, qualité de l'écriture. Donc déjà, si quelqu'un arrive à comprendre ce qu'on nous raconte, hein, ça serait bien. Parce que, voilà, c'est bien de raconter, de faire des sujets pourris et de raconter, d'obliger les élèves à raconter de la merde pour avoir leur papier, mais à un moment, on ne peut pas laisser ça à nos enfants. Hein. Moi, personnellement, je ne peux pas laisser ça à nos enfants. Par contre, moi, j'ai quelques interrogations qui m'ont bien fait réfléchir hein, durant mes partiels.
C'est par exemple celle-là. Comment la modernité devient-elle une catégorie esthétique? Alors ça, ouais, ça j'aimerais bien comprendre. Comment cette époque-là, comment ces années-là ont fait pour installer ce genre de catégorie esthétique et ce genre de canon esthétique? Parce que qu'on le veuille ou pas, c'est quand même un certain canon esthétique. C'est le canon esthétique de nos contemporains qui sont complètement corrompus et pervertis. Dans toutes les œuvres, je suis désolée. C'est moche, c'est mal fait, c'est honteux. Regardez. Moi, personnellement, je dis pas qui c'est, comme ça... Voilà. C'est horrible. C'est horrible. Un enfant de 10 ans, il fait le même dessin. On nous a pris vraiment, mais pour des tartuffes. Alors, il y a bien d'autres sujets philosophiques qui étaient très, très intéressants. Comme par exemple celui-là. La critique artistique peut-elle ou doit-elle être objective? Ah oui, forcément. Dans un monde où ils vous disent qu'il n'y a que le subjectif, que chacun pense ce qu'il veut, que chacun fait ce qu'il veut et qui crée ce qu'il veut, sans aucune rationalité, sans aucune logique, sans aucun lien commun et lieu commun, la critique artistique peut-elle être objective? Forcément, vu que pour eux, il n'y a pas de vérité, il n'y a pas de réalité de la beauté, de la sublimation de la beauté, il n'y a pas tout ça. Donc forcément, ça devient totalement impossible dans l'objectivité. Puisque vous ne pouvez pas dire à quelqu'un, ce que t'aimes, c'est de la merde, parce que lui, il va vous dire, ouais, mais c'est ma merde à moi qui est belle, et que moi, je trouve belle. Donc toi, tu la trouves pas belle parce que va te trouver la tienne, quoi, en gros. Mais à un moment, le fait que ça soit vraiment, concrètement, néfaste et mauvais, et que ça porte aucun trait de la beauté, c'est un fait, c'est tout. Il faut arrêter avec le relativisme moderne. Hein. Si vous mettez votre main au feu, vous mettez votre main au feu et vous cramez la main, hein, c'est tout, c'est la vérité pure. Hein. Si vous créez de la merde, vous créez de la merde et c'est de la merde, point. Et c'est surtout pas de la beauté, non. La beauté, les êtres humains, ils la reconnaissent parce qu'on a ça tous en nous. On est tous, à un moment, on tombe bouche bée devant une beauté. Et on reconnaît cette beauté grâce à l'harmonie, grâce à la paix qu'elle procure, grâce à la douceur qu'elle procure, et pas grâce à la violence ou au traumatisme qu'elle prétend pouvoir soulever en l'être humain et dire que ça, c'est de l'art. Non, ça, c'est juste du traumatisme individuel. Enfin, il y a une dernière réflexion qui m'a beaucoup intéressée quand même durant mes études, c'est le beau ne réside-t-il que dans le sujet? Voilà. Est-ce que... alors, tenez pas compte de mes propres réflexions à ce moment-là. Hein. Là, ce qui compte, c'est aujourd'hui. Le beau ne réside-t-il que dans le sujet? Alors ça, d'une manière générale, hein, moi, je considère que si on fait travailler les élèves sur des sujets qui ne sont pas beaux en soi et qui ne portent pas d'harmonie en eux-mêmes, forcément, il ne peut pas résider le beau à l'intérieur. Voilà. C'est pas possible. Il y aura forcément un moment, comment dire, une rupture dans l'esprit, une incohérence dans la raison. Et surtout, ça va jamais élever l'esprit, comment dire, vers la divinité. Et c'est aussi ça que ce sujet-là, en fait, révèle. C'est quel sujet prenons-nous pour travailler, pour réfléchir, pour produire et pour construire. C'est fondamental en réalité comme question. Et cette question-là, je pense que je vais conclure là-dessus parce qu'elle concerne tout en fait. Tout. C'est pas seulement la beauté. C'est tout. La raison. Donc, reprenons le sens des choses. Revenons au sujet des choses et analysons les choses par rapport aux faits. Si ça se prétend être une discipline scientifique, eh ben dans ce cas-là, que ça donne les preuves scientifiques. Si la psychologie, c'est juste une philosophie, dans ce cas-là, que ça revienne à la place de la philosophie et qu'on arrête de droguer des tas de personnes sous prétexte de psychologie ou de psychoclinique qui n'a absolument jamais prouvé ses dires. Voilà. Et tout ce qu'on pourrait m'avancer comme argument, comme par exemple des scanners cérébraux ou des examens quelconques faits par des radios, tout ça, ouais, mais tout ça, ça prouve pas l'âme.
Ça ne prouve simplement que l'organe qui est à l'intérieur de notre tête, qui s'appelle un cerveau. Et ça fait uniquement juste irradier le cerveau pour voir comment il est composé. Mais ça, ils font ça depuis 2 siècles maintenant. Bon, est-ce que ça a rendu l'être humain plus heureux? Non, je crois pas. Donc à un moment, par contre, je sais, ça je sais, j'en ai les preuves et la certitude que ça a permis la soumission de plein d'êtres humains, dans l'enfermement de plein d'êtres humains, le fait de mettre sous silence des tas de personnes, de les séparer de leur famille, etc., de faire des expériences sur eux. Et ça, par contre, à un moment, c'est juste intolérable et on doit le juger à sa juste place. Donc tous les gens, même par exemple, qui travaillent dans ces disciplines, etc., hein, il faut les remettre à leur place. Il faut que ça se sache. Et il faut à un moment mettre un grand coup de pied dans la fourmilière et qu'on arrête de se faire un commerce sur l'âme des gens et un commerce sur le corps des gens en les droguant. Il est temps pour moi que chacun retrouve sa liberté individuelle de conscience au bon sens, grâce à sa propre, aux cultures de son à la culture de son intériorité. C'est absolument fondamental. Et si cette vidéo, elle a réussi un peu à vous faire réfléchir et même à vous faire bouger les lignes sur certaines conceptions que vous pensiez être acquises et que peut-être hein, vous n'avez pas envie de remettre en question, eh ben c'est très bien parce que comme ça vous prouve qu'il y a des gens différents sur Terre qui ne pensent pas la même chose et justement ça donne un autre point de vue et un autre poids surtout. Comme ça là au moins vous avez les arguments et il n'y a pas de... Mon argumentaire il n'a pas été coupé, il n'y a rien qui a été trafiqué, c'est ce que je pense mais ce que pensent aussi beaucoup d'auteurs qui le dénoncent de plus en plus. Et je pense que si vous posez vraiment sincèrement 5 minutes, enfin 5 minutes un peu plus quand même, parce que un peu plus de temps pour lire le livre. Mais si vous posez une petite heure hein, et que vous lisez les 5 cas de la psychanalyse, vous êtes juste choqué, vous êtes choqué. Vous oubliez tout ce qu'on vous a appris depuis que vous êtes petit et juste vous lisez ça et vous en faites un jugement en votre âme et conscience par rapport à votre bon sens. Et vous allez voir, mais c'est juste scandaleux ce qui est émis par rapport à votre propre expérience familiale quand vous étiez avec vos parents petits. Évidemment, je parle dans des familles où il n'y a pas eu de traumatisme. Des membres les uns sur les autres, évidemment. Hein. Bon, après, on peut toujours trouver le pire pour justifier les conceptions les plus néfastes pour l'humanité, hein, bien sûr. Mais on peut aussi trouver le mieux pour concevoir quelque chose de plus juste et de plus honnête, surtout. Et ça, je considère que ça n'a rien à voir avec qu'un parcours universitaire, parce que comme je vous ai démontré, un parcours universitaire peut très bien vous enseigner n'importe quoi, peut vous enseigner justement une déconstruction intellectuelle, donc ça ne veut rien dire. L'important, c'est le bon sens et qu'on respecte les gens à un moment. Cette société n'a pas respecté les gens, donc nous devons nous attarder à revenir sur toutes ces théories-là pour rectifier les choses. Donc surtout, n'hésitez pas à aller à la source, parce que à aller lire les sources que je vous cite, parce qu'en ces matières-là, il n'y a pas besoin d'avoir fait un parcours universitaire pour se rendre compte de la stupidité et de l'incohérence de toutes ces théories-là. Il suffit simplement de réfléchir un peu, de lire et de juger par soi-même. Dieu nous a tous donné une liberté de conscience, un esprit de discernement et de jugement, et une rationalité qu'il faut utiliser, c'est tout simplement. Et ça, c'est la liberté de chacun. Et c'est comme ça qu'on arrivera aussi petit à petit à arrêter toutes ces choses-là. Parce que comme je vous ai dit, au niveau financement, ils s'autofinancent grâce à des contrats, même des fois posthumes entre eux. Donc, il n'y a que la pratique individuelle ou l'arrêt de ces pratiques individuelles-là qui pourra nous en sortir. Donc, à ce moment-là, il faut vraiment, comme faire avec le supermarché, ça veut dire laisser les faire s'ils veulent le faire, mais ils produiront à perte. C'est-à-dire qu'ils produiront des psychologues, ils produiront des psychocliniciens, etc., mais qui n'auront aucune légitimité à parler en quoi que ce soit, parce que là où on a laissé ces gens-là parler, on va remplacer ces gens-là par les membres de notre famille et de nos communautés qui nous connaissent bien mieux et qui veulent nous protéger de toutes ces choses-là.
Et c'est bien pour ça qu'il y a de plus en plus de gens qui partent de cette société pour se mettre à la campagne avec des gens avec lesquels ils partagent des valeurs et ils se protègent les uns les autres. Parce qu'à un moment, la subjectivité des théories sur lesquelles on place une légitimité à soumettre les êtres humains, non, ça va bien 5 minutes. On va pas tous se faire décréter individuellement malades ou même en dépression, alors que derrière, il y a des vrais maux physiques, comme par exemple les effets secondaires de la vaccination. Il y a beaucoup de gens qui souffrent des effets secondaires de la vaccination et on les met en arrêt maladie, mais pour dépression. Parce qu'on refuse de reconnaître que non, ça leur a provoqué une baisse immunitaire. Et ça incite aussi énormément à l'argument oui, mais les douleurs sont psychosomatiques. Tout vient de l'esprit. Tout vient et on nie le corps. Mais en parallèle, on va droguer le corps. Donc on va faire taire l'âme qui dit la vérité et qui dit qu'il y a un vrai problème, pas au niveau de l'âme, mais au niveau du corps. Ou inversement. Donc je pense que au contraire, moi je suis pour la théorie qui prône que l'homme est le seul maître en lui. Euh, et surtout l'homme qui accepte Dieu, le dialogue avec Dieu, cet homme-là est libre, il est entièrement libre parce qu'il a le libre arbitre et il le sait. Il a la raison et il a la conscience. Donc à partir de ce moment-là, il sait qu'il peut l'utiliser. Donc soyez ces hommes libres, soyez ces femmes libres, ces consciences libres euh, par la pratique de votre propre raison, par la pratique de la raison universelle et des vérités, pour enfin sortir de cette subjectivité qui en réalité nous empêche de nous fédérer. Parce que si on part du principe que chacun a sa cause et chacun a ses conséquences, et ben dans ce cas-là, on est tous pas reliés les uns aux autres et puis chacun voit midi à sa porte. Alors que si on part du principe qu'il y a des causes qui nous sont communes, comme par exemple si la génération à venir se fait injecter des tas de vaccins avec lesquels ils ont injecté la souche du sida, eh ben, on va mettre en péril toutes les générations à venir. Parce qu'individuellement, on n'aura pas protégé nos arrières, mais aussi les arrières de la communauté. Parce que nos enfants, ils vont se reproduire avec eux. Hein. Ils vont se reproduire entre eux. Donc ils vont créer des nouvelles générations qui auront toutes ces maladies-là, qui auront toutes ces tares-là qui ont été injectées par l'homme. Donc il n'y a pas seulement des causes individuelles et subjectives, il y a des causes collectives, objectives et rationnelles. Donc il faut revenir à tout ça. Sur ce, je vous souhaite une bonne suite du reportage. Prenez soin de vous.